Bonjour et bienvenue sur Parole de Leader, le podcast des grandes tendances du business et de la communication, de la société et du leadership. Je suis Marie-Laure Soulier et je vous propose aujourd'hui une conversation avec Stéphane Martin, avec qui nous allons parler de communication responsable. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Laure. Stéphane, vous êtes vice-président de Thalys Santé, qui est le service de santé au travail des entreprises et industries culturelles, créatives et de communication. Et à ce titre, vous êtes aussi président de la Fédération régionale Santé au travail Île-de-France. Et vous êtes aussi le trésorier de l'association des actions de la filière communication, qui est présidée par Mercedes Hera de BETC. Mais surtout, aujourd'hui, la casquette qui va nous intéresser le plus, si je puis dire, vous êtes depuis 2010 le directeur général de l'ARPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et c'est surtout à ce titre donc, que nous allons partager aujourd'hui sur le sujet de la communication responsable. Donc, pouvez-vous nous dire, pour commencer, quelques mots de votre rôle et de celui de l'ARPP dans ce domaine donc de la communication responsable? La communication responsable est finalement l'ADN même de cette autorité de régulation professionnelle de la publicité, puisque dès 1935, nos grands aînés, les annonceurs, les agences, les médias, alors à l'époque c'était bien sûr beaucoup plus la presse que d'autres médias, avaient la conscience qu'il fallait communiquer de manière donc responsable, de manière loyale, de manière véridique, et qu'il fallait pour ce faire s'organiser ensemble, c'est-à-dire accepter que des donneurs d'ordre et des partenaires, des concurrents entre eux, vont quand même s'établir un socle de règles. Et ce principe d'origine demeure, évidemment il s'est adapté et il s'est élargi à l'ensemble des médias, mais ce principe d'avoir dans une même organisation avec qu'un financement des professionnels eux-mêmes, sans appel aux finances publiques, demeure, qui est les annonceurs, les agences et les médias, avec une ouverture sur la société civile dont on parlera, ensemble, fixent des règles et ensuite financent une structure que je dirige, donc, qui est cette autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui est une structure de 25 salariés, essentiellement des juristes, pour justement accompagner la bonne application des règles de communication responsable qu'une profession tout entière s'impose. Et avant toute autre loi, puisque historiquement, il n'y avait pas de loi véritablement sur le contenu des messages publicitaires, et ça montre bien qu'il y a déjà eu ce bon sens finalement de nos aînés à s'organiser pour chasser la mauvaise pub et s'imposer une progression, une démarche finalement continue et d'amélioration de la publicité, bien sûr au regard de ce qu'était la réalité des époques et des médias, mais en tout cas de s'imposer ces règles. C'est ça en fait l'autorégulation, c'est donc une haute valeur éthique d'ailleurs on peut le dire, puisque c'est quand même chaque année un investissement qu'une profession s'impose dans son autorégulation. Ce n'est pas que franco-français, on trouve ça dans tous les pays, en tout cas les pays démocratiques, on trouve ça chez tous nos voisins européens, mais nous sommes, après les États-Unis, les premiers en Europe à avoir cette structure interprofessionnelle, tripartite, et depuis l'année dernière encore plus élargie, en accueillant dès notre conseil d'administration des associations au sein même de la gouvernance. Merci pour ces précisions sur effectivement le rôle de l'ARPP, donc un acteur clé au cœur de cette problématique de la communication responsable. La communication responsable, justement, c'est une expression qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'on sait ça? Il y a une petite définition alors. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous? Est-ce que c'est différent de la communication sur la responsabilité d'entreprise? Est-ce que c'est différent de la communication sur le développement durable, la communication sur les sujets environnementaux? Comment vous définiriez cette communication responsable? Alors, il y a beaucoup d'ouvrages, bien sûr, qui vont le définir, mais à l'ARP, on va dire que c'est surtout d'intégrer les enjeux écologiques, sociétaux, sociaux des actions de communication. C'est déjà pas de ne colorer trop en vert uniquement cette problématique de communication responsable. Depuis très longtemps,
l'autorité de régulation et les règles professionnelles. Il y en a de manière spécifique dès 1967, ou une règle un peu stock sur l'image de la femme, par exemple, dès 1975. Donc, les sujets, on va dire, de représentation, puisque c'est plus ça la notion de communication responsable, c'est s'imposer des limites dans les représentations, tout en étant de la communication commerciale, avec des limites, mais ces limites ne devant pas tomber dans ou une sorte de censure ou d'autocensure ou voire même de politiquement correct, on va dire. Il faut aussi rester un élément de ce qu'est la communication, c'est-à-dire une force d'engagement. Alors c'est pour ça qu'il faut différencier avec ce que vous mentionniez, c'est évidemment, ce n'est pas forcément la communication que de la RSE, de l'entreprise. C'est important, mais la communication responsable est beaucoup plus vaste, plus large, elle commence plus en amont d'ailleurs que les actions RSE seules, même si finalement la RSE, on le sait, est ce qui est ou ce qui devrait être le plus transversal et surtout être porté dès la tête de l'entreprise. Donc, c'est en même temps, c'est pas que du washing. Alors, on parle de greenwashing, on parle de social washing, on peut parler de plein de choses. Donc, ce n'est pas que les sujets environnementaux, ça l'est beaucoup et c'est normal, puisque là, on est clairement dans une vraie transformation, une vraie transition. Ce n'est pas non plus que des aspects techniques ou technologiques. Hein. Bien sûr, une communication responsable et respectueuse, par exemple, des données personnelles, c'est la moindre des choses, et du consentement, même s'il y avait sûr maintenant des règlements européens traduits dans les textes nationaux. Donc, c'est aussi, que ce soit dans la transition écologique, la transition numérique, la moindre des choses que d'être responsable. Mais c'est pas simplement, justement, ces sujets-là, c'est finalement plus vaste. C'est une communication qui doit passer du statut de responsable à finalement une communication engagée, parce que une communication qui fait société. Donc voilà Cette un peu ce qu'on communication pourrait peut-être engagée, oui, résumer. ouais, l'engagement a été vraiment un mot important, je trouve, cette communication engagée. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à une communication militante? Pourquoi pas? Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et on peut aussi se poser la question en tant que communicant, justement, de l'endroit où on peut aller exercer cette communication responsable et engagée. Est-ce que on peut vivre cette aspiration dans tout type d'entreprise, ou est-ce qu'il faut choisir certains secteurs ou certaines cultures plus réceptifs à ces problématiques, par exemple? Il faut justement pas exclure, à vrai dire, et surtout bien dire que tout chef d'entreprise, toute activité finalement est par essence communicante, parce que en tout cas dans nos économies où il y a une offre, ou en tout cas il y a une liberté d'exercer, et c'est dès qu'il y a cette liberté d'exercer, donc avec la limite qui peut être fixée sur certaines activités, mais justement pour toutes les autres, il faut intégrer et accepter qu'il y ait cette liberté de communiquer. Ça, c'est un combat qui n'est pas toujours si simple à rappeler. Toute activité qui est libre d'entreprendre doit être libre de communiquer dans les limites, et c'est là où intervient justement des dispositifs d'autorégulation qui sont complémentaires de dispositifs réglementaires ou dispositifs législatifs. Mais au minimum, bien intégrer ce diptyque liberté d'entreprendre, liberté de communiquer de manière responsable. Et c'est pour cela que, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit l'activité, finalement, il n'y a pas les bons et les moins bons. Après, évidemment, je vois les sujets poindre sur la nature même de l'activité. Et est-ce que cette activité est polluante? On le sait, le débat a eu lieu dans la loi climat et résilience, c'est déjà un peu prévu, puisqu'il y aura à terme, dès 2028, par exemple, pour les véhicules les plus polluants, une interdiction de communiquer. C'est aussi un peu le cas pour vous savez, les bailleurs, hein, si vous êtes propriétaire d'un logement qui est une passoire thermique, ben, vous serez de plus en plus limité
de faire la promotion même de la petite annonce de ce logement jusqu'à l'interdiction, ça c'est prévu pour la décennie suivante, l'interdiction de louer votre passoire thermique. Donc évidemment, il y a un monde entre des contraintes qui sont exprimées jusqu'à donc des restrictions, voire des interdictions, et le fait quand même qu'il faut être ferme sur, et chaque entrepreneur l'est, évidemment sur ses convictions. Mais Bien au-delà sûr. de ça, l'immense majorité des entrepreneurs partent avec leurs intentions, alors peut-être des maladresses, ça c'est vrai, on peut le voir dans leurs expressions, et avec une cohérence de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent faire, parce que là encore, on ne part pas de zéro. C'est toujours évidemment plus simple quand vous êtes start-up que si vous avez un héritage de dizaines d'années, voire on y en a dans nos tissus industriels et artisanaux des entreprises séculaires. Donc il faut intégrer tout cela et surtout bien tendre vers une agilité dans la communication. Rien n'est totalement acquis, on le voit bien, hein, sur les sujets typiquement même de transition écologique. Des certitudes affichées il y a 5-10 ans changent déjà et peut-être qu'elles changeront encore dans les 5-10 années à venir. Et justement, du point de vue du communicant, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est d'autant plus intéressant, voire gratifiant, de s'atteler à une tâche un peu complexe qui va être celle d'une entreprise polluante ou d'une entreprise avec une activité qui n'est pas forcément évidente quand on parle de communication responsable. Est-ce que justement, il ne faudrait pas encourager les communicants à s'intéresser à certains secteurs et certaines tailles d'entreprises aussi plus petites peut-être? Justement, la cohérence, comme on disait, puisque ces entreprises sont, à date en tout cas, libres d'exercer, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne font rien, et on le sait dans les entreprises les plus polluantes, elles sont dans une transition elles-mêmes, mais ça prend du temps, c'est peut-être plus compliqué, elles partent de plus loin. Donc il faut être cohérent, donc justement ne pas s'interdire et aider, parce que c'est par la communication et on le sait tous, les communicants le savent, que la communication a des vertus externes, mais aussi quand même aussi des vertus internes d'adhésion. Et c'est pour ça qu'elles doivent être portées, et cette communication doit être portée dès le plus haut niveau, parce qu'il y a un effet d'entraînement qui est nécessaire déjà de l'interne, des partenaires les plus proches de l'interne, ça peut être bien sûr les actionnaires comme les fournisseurs, et puis bien sûr les prospects, les consommateurs, les citoyens finalement au sens large, parce que les entreprises, quelle que soit leur taille, sont dans une société, dans une collectivité. Donc vous avez tout à fait raison, il faut justement mettre tous ces talents, toutes ces compétences au service de l'ensemble du tissu et ne pas se fermer à certains métiers ou à certaines entreprises, certaines activités, ne pas aller, j'ose dire, presque jusqu'à la facilité. On fait a priori ces métiers-là parce qu'il y a des défis à relever. Alors, de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Est-ce que vous avez identifié au sein de l'Arbre les grands problèmes du moment, les grandes priorités à résoudre absolument? Et puis aussi peut-être des sujets plus faciles et qui peuvent faire une différence très vite? Mais il faut évidemment d'ores et déjà, mais on le voit très souvent puisqu'on a cette capacité de voir beaucoup de choses avant diffusion, c'est la mission de l'ARP en grande partie, c'est quand les stratégies s'orientent sur des impacts positifs ou un minimum neutre, mais surtout positifs, quand il y a des territoires justement d'engagement, parce que c'est plus ce terme-là qu'on retient entre nous, on le voit, c'est cette idée que c'est par l'engagement qu'on arrivera à faire adhérer, qu'on arrivera à faire bouger. Bien sûr, le rôle de la communication est d'aider aussi les professionnels quand on est communicant, c'est qu'on soit à l'extérieur ou dans l'entreprise, c'est d'arriver de trouver cette singularité, ce caractère très spécifique. Il y a toujours des cultures d'entreprise, il y a des racines dans les entreprises, il faut travailler et puis peut-être pas trop se perdre au-delà d'enjeux réels et avoir en tête qu'il y a toujours une marque à produire, c'est-à-dire que la communication doit aussi, à un moment ou à un autre, servir.
servir la marque, hein, en le rappelant, la marque peut être commerciale comme elle peut être d'une collectivité locale, par exemple, hein, ou d'une institution. Et puis, il faut faire confiance aussi aux acteurs eux-mêmes dans l'entreprise, a fortiori quand il y a de jeunes générations qui sont sur ces sujets de communication responsable d'ores et déjà mobilisés. On ne va pas à l'encontre, on ne vient pas heurter quand on parle de communication responsable, particulièrement les jeunes recrues, même un peu moins jeunes. Donc, c'est déjà un bon point. On peut construire à partir de ça, mais on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que parfois des greffes RSE ont du mal à se faire si elles ne tiennent pas compte de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'est son savoir-faire, de ce qu'est sa place dans le tissu. Et donc, c'est là encore, on en vient presque aux principes originels. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un principe de véracité, mais au vrai sens du terme, pas véracité parce qu'on mentirait ou on cacherait des choses, mais c'est par l'ADN vrai de la société qu'on peut construire en cherchant, c'est vrai, parce qu'il faut parfois marquer son territoire, il faut chercher des gains symboliques pour commencer, même si tout ne doit pas être, loin s'en faut, dans le symbole. Et là encore, bien sûr, tout ça doit s'appuyer sur des réalités concrètes. On en vient toujours à ce qu'est une règle un peu centrale dans la déontologie publicitaire, qui est cette recommandation développement durable, mais qui implique beaucoup d'être justement proportionné hein, dans ses objectifs. Donc, il y a de l'humilité à avoir quand on est finalement communicant en communication responsable, mais humilité ne veut pas dire ne rien faire ou être défaitiste, c'est plutôt l'inverse, mais bien proportionner au regard de ce qu'est l'entreprise et de ce que l'on peut dire à date, sachant que c'est une démarche de progrès. C'est aussi ça qui est de l'optimisme à avoir pour les communicants. C'est que je dirais qu'on est, même si c'est déjà en place depuis quelques années, évidemment, ces sujets, mais ils sont loin d'être non terminés. Et puis parce qu'il va falloir accompagner. De toute façon, les objectifs mondiaux, hein, des accords de Paris, c'est des objectifs, on les connaît, 2030, 40, 50, donc pour les jeunes communicants, ils seront là justement encore jusqu'à cette période-là. Moi, un peu moins, mais en tout cas pour les jeunes, c'est sûr. C'est sûr. Donc oui, effectivement, une attitude d'humilité, mais tout en gardant un certain courage, en avançant avec les bonnes priorités qui correspondent bien effectivement aux enjeux de l'entreprise et à sa culture. Hein. Vous nous parlez d'ADN. Donc un vrai beau sujet effectivement pour les communicants avec de nombreux sujets à prendre à bras le corps pas à pas. Je trouve intéressant que vous parliez d'humilité. Effectivement, c'est une posture certainement très, très intéressante à mettre en avant dans ce domaine, pas aller trop vite non plus. Et du coup, une manière de mettre en œuvre son travail pour son métier, pour un communicant très fine et subtile. Et vous pensez que quand les communicants sont tous bien armés pour porter ce sujet, est-ce qu'ils sont aujourd'hui mieux préparés que ce que pouvaient l'être les générations précédentes, par exemple, ou pas? Est-ce qu'en termes de formation, de cursus, vous voyez des choses intéressantes se mettre en place? Quel est votre avis sur ce point-là? En formation initiale, pour être nous-mêmes sollicités ou même intervenants, et on le fait avec énormément de plaisir, c'est le cas en fait. C'est le cas et c'est vraiment intégré dans les cursus, quels qu'ils soient d'ailleurs, dès, parce que je suis beaucoup dès les infocoms, hein, y compris Oui. des BTS et IUT par exemple, et jusqu'au master, hein, c'est intégré, que ce soit d'ailleurs public comme privé. Donc, mais c'est aussi parce que c'est une attente en fait. La jeune génération ne comprendrait pas qu'il n'y ait même pas ces sujets abordés Bien sûr. dans leur cursus initial. En veillant, par contre, à ce que justement cette génération qui est, c'est normal, peut-être militante, voire activiste, pour autant doit savoir faire la part des choses entre ce qui est un métier de communicant qu'elle apprend et éventuellement des convictions personnelles tout à fait légitimes et respectables. Parce que justement,
parfois, et pour en parler avec les écoles, voilà, il y a cette idée, non, je ne travaillerai pas sur tel projet, j'ai pas envie, voilà, ça ne m'inspire pas. Mais c'est pas ça la communication, c'est justement se frotter à la difficulté. Mais au-delà de cela, au moins, en tout cas, les bases, les cours, et il existe en plus maintenant beaucoup d'outils, notamment y compris tout au long de la vie professionnelle. Alors nous sommes nous-mêmes évidemment partie prenante, que ce soit par exemple un module communication responsable qui est conjointement fait par les interprofessions, hein, l'Union des marques, l'Association des agences conseillères en communication, et donc nous, avec l'organisme de formation Media Institute, mais il y en a d'autres, parce qu'au-delà de sa conscientisation, on va dire, personnelle, il faut se former, mais je pense que tout le monde, là, au-delà de la loi, qui oblige d'ailleurs à des formations régulières, il y a de vraies attentes, parce que malheureusement, certains ont pu se brûler les doigts par quelques affaires de bad buzz, de mauvaise réputation, qui n'étaient pas voulues, mais soit par un excès d'allégations, par des surpromesses, par des maladresses, ont eu des retours de bâton, parce Bien que, sûr. c'est normal, la société civile elle-même s'est éduquée sur ces sujets, et donc est plus réactive quand on a l'impression que ça répond plus. Nous, on le sait, puisque l'ARP est doté évidemment d'une instance indépendante de gestion des plaintes, qui est le jury de déontologie publicitaire. On voit dans les plaintes reçues par ce jury et les avis qu'il publie, évidemment, cette sensibilité accrue sur le développement durable, sur le vert, mais auquel je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que la communication responsable, on l'a dit, c'est des enjeux écologiques, mais pas que. C'est sociétaux, sociaux, et il faut bien avoir en tête qu'il y a des vrais sujets qui sont toujours là, prégnants, sur l'inclusivité, sur le handicap, qui sont des sujets qu'il faut aussi aborder, qui ont la même urgence. Bien sûr, on parle d'urgence climatique, mais je pense qu'il y a aussi cette urgence à ce que la publicité représente, y compris les âges, les différents âges de ce qu'est la consommation et ce que sont les consommateurs effectivement dans nos pays européens en tout cas, c'est-à-dire essentiellement quand même des plus de 45 ans, hein, en majorité. Donc il faut intégrer aussi toute cette palette alors ça rend l'exercice complexe mais passionnant, puisqu'il faut essayer non pas d'avoir peur de heurter, choquer, blesser, mais intégrer dès l'origine, dès la conception, qu'on va essayer d'aborder tous ces sujets, bien sûr l'environnement, mais quand même aussi toutes les autres formes de représentation. Oui, donc tout ce qui est également social et sociétal, hein, pas uniquement l'environnement, c'est un message clé. Alors, est-ce que vous pensez, en parlant de régulation, que en matière de communication au sens large, les obligations en matière de reporting extra-financier qui englobent justement à la fois les sujets environnementaux, sociaux et sociétaux liés à l'entreprise, la montée de l'integrative thinking sont des tendances lourdes qui mettent encore de manière plus prégnante la responsabilité au cœur des métiers de la communication. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer, même si votre point de réflexion part de la publicité au départ? Vous l'avez mentionné, je pense que la bascule a eu lieu en fait, la bascule sur le fait qu'il y a des gains financiers à transformer son modèle économique qui va se retrouver évidemment dans la communication. Cette bascule, elle est faite tout simplement parce que dans le monde financier, elle est réelle. On sait bien que les critères dits ESG, hein, donc Oui. environnementaux, sociétaux et de gouvernance, sont maintenant centraux, y compris, on le sait bien, par rapport aux grands fonds, notamment américains, mais il n'y a pas que, y compris les fonds français. Maintenant, s'il n'y a pas ces enjeux qui sont pris en compte, et donc évidemment les trois, hein, environnementaux bien sûr, sociétaux et de manière générale de gouvernance, et là on a les sujets bien sûr, y compris de parité, qui sont naturels dans ces sujets, font que évidemment ça va se traduire, et c'est pour ça que ça se traduit de plus en plus dans ce qui est la suite de la chaîne. Une fois que votre modèle doit
avoir pivoté, si ce n'est pas le cas, ou de toute manière, vous n'aurez plus accès au moindre fonds parce que vous n'aurez pas pivoté à temps, bah, c'est sûr que de fait, quand la finance, et vous parliez des auditeurs qui ont intégré cette Oui, notion tout à fait. dans leur propre pratique, font que si les assemblées générales, on le sait bien, quand elles sont sur les groupes cotés, ont ces préoccupations-là. Donc, c'est pour ça que la bascule est là, au moins pour ensuite, et c'est là où c'est un bon point pour les communicants, c'est qu'ils savent qu'ils seront, là, cette fois-ci, de fait beaucoup plus écoutés. Il ne faut pas tout attendre, et en tout cas, c'est le message de l'autorégulation, c'est qu'on peut très bien faire déjà beaucoup de choses. La loi ne doit pas être trop prescriptive, elle doit par contre venir à un certain moment, peut-être justement pour arrêter les mauvais acteurs, mais uniquement pour ces points-là et ne pas rentrer dans trop de détails, pour laisser justement respirer et surtout accepter que c'est une réalité enclenchée, qui est cette réalité de la communication responsable, parce qu'elle est maintenant portée aussi par la finance, in fine. Oui, une réalité enclenchée, effectivement. Est-ce que vous auriez un tout dernier conseil ou recommandation pour les praticiens de la communication responsable? Restons humbles dans nos promesses, dans les allégations qu'on veut porter. C'est peut être un peu contre-intuitif, hein, c'est vrai quand on est communicant, mais en cette matière, et il faut toujours voilà, modérer. En même temps, on l'a dit, être vraiment confiant dans les compétences et puis les acquérir si elles manquent éventuellement. Quand même se dire que c'est un très beau métier, c'est parfois un peu oublié. Je sais que il y a peut-être une culture un peu française parfois de dénigrer la communication, surtout la publicité. Aussi être quand même très optimiste dans l'intelligence des récepteurs de nos communications, vous, nous sommes aussi des récepteurs, mais globalement les citoyens, ils savent bien décrypter des faux semblants, ils savent bien décrypter des exagérations, mais ils savent bien décrypter aussi qu'il y a des donneurs de leçons qui n'aiment pas, ou ceux qui penseraient mieux qu'eux, et cette arrogance-là aussi, ils savent la décrypter. Donc c'est plutôt très positif comme conseil, mais parce que c'est un peu un constat que l'on fait dans les équilibres que l'on voit entre justement la nécessité, et qui est réelle, de bouger, d'avancer, de se remettre en question. Mais ça, c'est le principe des communicants. Un communicant qui ne se remettrait jamais en question ne serait pas là pour durer. Mais quand même, avoir ce sens d'une pérennité. Et quand tout est fait by design, c'est-à-dire dès l'origine, c'est-à-dire dès l'origine même du produit, de la R&D, du marketing originel, c'est quand même beaucoup plus simple, évidemment, ensuite, pour le communicant. Merci beaucoup Stéphane Martin pour ces réflexions et points de vue sur ce beau métier, effectivement, ce beau métier de la communication et particulièrement de la communication responsable dont nous parlions aujourd'hui. Nous étions sur Parole de leader avec Stéphane Martin en sa qualité d'expert de la communication responsable et de directeur général de la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. À bientôt.